Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous êtes OK avec le volume sonore? Vous voudriez que je mette plus fort peut-être? Oups. C'est mieux comme ça? OK. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le lundi 20 octobre. Alors peut-être le 19 septembre, vous y étiez. C'était il y a un mois, la réouverture du musée zoologique de Strasbourg. Alors, le musée zoologique de Strasbourg, il a un statut particulier. Sur les 10 musées de la ville, c'est le seul à être en piloté avec l'université de Strasbourg. C'est pour cette raison qu'on a invité aujourd'hui donc Samuel Cordier, qui est directeur du musée zoologique, et aussi Sébastien Soubiran, qui est directeur du Jardin des sciences de l'université de Strasbourg. Donc c'est un projet, la rénovation du musée a été pilotée donc par ces deux institutions, ainsi que toute une équipe technique, bien sûr. Mais c'est pour cette raison-là, on a organisé 2 rencontres, là, les prochains mois, autour du sujet de cette rénovation. Aujourd'hui, on va plutôt parler de comment est-ce qu'on a réfléchi le projet scientifique et culturel du musée zoologique lors de sa rénovation. Et ensuite, au courant du mois de novembre, il y aura une conférence plutôt sur le chantier des collections. Voilà, donc là, à ma gauche, vous voyez Samuel Cordier, qui va commencer tout seul parce que malheureusement, Monsieur Soubiron a un tout petit peu de retard. Mais il arrivera discrètement d'ici une quinzaine de minutes. Je vous remercie pour votre attention et puis comme d'habitude, on accueillera vos questions à la fin de la conférence. Merci. Bonjour, merci Margot, merci pour votre présence. Vous êtes beaucoup à l'avoir visité, le musée zoologique déjà? Ah oui, quand même, super. Parfait, parfait. Bon, ben, on va peut-être pas vous apprendre beaucoup de choses alors. On va essayer quand même. Je salue la présence de Elisabeth Lang également. Merci pour cette invitation, qui est ma prédécesseure au musée zoologique. Je ne vois plus, Elisabeth, où es-tu? Ah oui, voilà. Voilà, qui a été à la direction de cet établissement quelques années. Donc l'exposé, ça pourrait s'appeler Chronique d'une métamorphose, en fait, pour évoquer l'histoire de ce musée zoologique jusqu'à aujourd'hui, avec 3 parties. Une première partie un peu historique, avec des grandes lignes, des grands rappels historiques, mais que vous connaissez sans doute surtout suite à la présentation de Déborah Dubat, voici un petit mois. Une deuxième partie qui sera plus consacrée au projet de rénovation, et une troisième partie qui va être consacrée à la présentation du musée réouvert depuis le 19 septembre dernier, comme vient de le dire Margot. On a eu les chiffres ce matin, on a eu 27 000 visiteurs déjà depuis la réouverture, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup, 27 000 visiteurs, donc on est ravis. C'est une très très bonne chose. 27 000. Oui. Voilà, donc à peu près, on est sur cet ordre de grandeur là, donc c'est déjà beaucoup, voilà. Bref. Donc le musée zoologique de Strasbourg, voici le plan de la présentation que je viens de vous évoquer. Une évocation historique, une partie plus importante sur le projet de rénovation, et puis la présentation du musée réouvert depuis un mois. Voilà, 2 siècles d'histoire, donc j'ai quand même mis cette image parce qu'elle était emblématique du musée zoologique, même si c'était une reconstitution qui est pas vraiment, on connaît pas vraiment comment était organisé le cabinet de Jean Herman. C'est l'image du musée zoologique qui était beaucoup véhiculée, qui a un mélange en fait de cabinet de curiosité sur cette reconstitution, de cabinet naturaliste avec toute une série d'objets divers. Je vous l'ai remis en tout cas pour évoquer d'abord la figure de Jean Herman. Vous savez que le musée zoologique de Strasbourg, même s'il a quelques pièces qui datent du XVIIe siècle, ses collections les plus anciennes sont issues du cabinet d'un savant qui s'appelle Jean Herman, qui avait son cabinet qui est juste à côté du temple Saint-Thomas, qu'on voit à travers la vitre. Ce cabinet naturaliste, c'est pas un cabinet de curiosité, donc je pense pas qu'il y avait des spécimens qui étaient suspendus au plafond. Ce cabinet naturaliste avait 2 fonctions, c'était des fonctions de recherche et d'enseignement, puisque Jean Herman avait des cours à la faculté, il faisait des arborisations notamment, et il avait également des cours
particulier à l'intérieur du cabinet. Et autrement, c'était un grand collectionneur. Et les grands collectionneurs, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, ils sont fortement influencés par les idées de personnes dont la grande question est de classer, de ranger le monde vivant et de le dénommer. Le plus célèbre d'entre eux, c'est Linné, évidemment. En tout cas, eux, ils développent des lieux qui sont des miroirs de ces connaissances, puisque ces lieux reflètent la classification, et ils s'appliquent à la perfectionner également à travers leurs échanges avec des savants, souvent qui sont dans toute l'Europe. Et c'est le cas de Jean Herman, il ne voyage pas beaucoup, à part dans les Vosges. Par contre, il a des spécimens qui viennent vraiment quasiment du monde entier. C'est assez impressionnant grâce à un réseau de collecteurs. Vous connaissez sans doute ce grand pingouin qui lui a été offert par le naturaliste Peter Pallas quand il était à la cour de Catherine II de Russie. Il est exposé dans l'exposition permanente du musée zoologique. Voilà. Voilà. Jean Herman, il est connu, il est passé à la postérité parce qu'il y a un de ses collègues qui a dénommé une tortue qui lui a donné son nom. Donc le type de la tortue de Jean Herman est conservé au musée zoologique. Elle est exposée dans la première partie de l'exposition. Et c'est vrai que ça a été publié. Derrière, c'est écrit 31 juillet 1789. C'est le moment où donc ce type a été défini en hommage à Jean Herman par un de ses collègues qui s'appelait Guy Glemelin, je ne sais pas trop comment on prononce. Voilà. Voilà, une évocation juste des collections de Jean Herman. Il y a ce loup qui est important parce que c'est lui qui l'a naturalisé. Il avait été tué par un bûcheron, selon l'histoire, et Jean Herman l'a naturalisé lui-même. Vous voyez qu'il a une forme un peu étrange. Je pense que Jean Herman n'avait vraiment peut-être jamais vu de loup. Il y a le fameux grand pingouin que je viens d'évoquer. Il y a des spécimens de la collection de Jean Herman qui sont reproduits dans des ouvrages d'histoire naturelle qui voyagent à travers l'Europe. Donc c'est une collection scientifique qui est très connue. Et il y a un herbier très important dont il reste seulement quelques planches et quelques spécimens, voilà, qui sont conservés à l'Institut de botanique. Voilà. Alors, au tout début suite au décès de Jean Herman, au tout début du 19e siècle, mais c'est une histoire qui est assez classique, hein, qu'on retrouve dans pas mal de villes en région, des cabinets naturalistes, de savants locaux qui sont déjà des scientifiques, qui font de l'enseignement et la recherche. Et au tout début du 19e, la création, une grande vague de création de muséums. Les grandes vagues de création de muséums, c'est le début du 19e, c'est la fin du 19e. Donc, l'histoire strasbourgeoise, c'est un peu la même. La collection est rachetée par la ville de Strasbourg. L'ensemble de la collection est racheté par la ville de Strasbourg. Et un muséum d'histoire naturelle est fondé à Strasbourg au début du 19e siècle. Et celui-ci va bien vivre, va prospérer jusqu'en 1870 en fait. Et après, il va prendre une autre histoire, mais en tout cas, c'est un muséum qui va être très très actif tout au cours du 19e siècle. Vous avez ici l'acte d'achat du cabinet Herman à la ville de Strasbourg. Donc, dans un premier temps, il va être dans un bâtiment qui est juste derrière la cathédrale. Le premier directeur du musée, Frédéric Louis Hammer, vous voyez, dans ce grand bâtiment. Et ensuite, en 1825, il va être transporté, les collections vont être transportées dans le bâtiment de l'Académie, qui est à la Cruteno, que vous connaissez, qui est toujours présent. Et c'est tout ensuite, à la fin du 19e siècle, qu'ils vont construire des rails pour transporter les collections jusqu'au bâtiment où le musée est actuellement, le musée zoologique. Voilà. Donc c'est une période qui est vraiment très active en fait, le 19e siècle. Il y a beaucoup de personnalités, de naturalistes qui sont à la tête de cet établissement. On ne peut pas tous les citer, mais en tout cas, ils sont à la tête de réseaux vraiment importants d'échanges, de collectes. C'est à la fois des personnalités, c'est à la fois des naturalistes qui envoient des spécimens, ce sont des personnalités strasbourgeoises qui voyagent et qui pensent au musée zoologique, et c'est une association d'amis aussi qui achète des spécimens pour le musée zoologique. Il y a quelques achats auprès de comptoirs d'histoire naturelle, mais c'est surtout les principaux canaux que je viens de vous donner, les trois que je viens de vous donner. Il y a un petit peu de collecte de local, mais autrement, c'est surtout des spécimens qui viennent de loin.
et qui sont envoyés par des collecteurs qui ont des liens avec le musée zoologique, soit personnel avec la ville, soit d'un point de vue scientifique. Un des conservateurs connus s'appelle Duvernoy. On a dit que c'était le neveu de Cuvier, mais en fait, on ne sait pas exactement quel est son lien de parenté avec Georges Cuvier, mais quoi qu'il en soit, grâce à ce Georges-Louis Duvernoy, on reçoit beaucoup à Strasbourg de spécimens qui viennent du Muséum national d'histoire naturelle. Ça, c'est dû à ses liens avec Cuvier. Vous avez le magnifique rhinocéros de Sumatra que vous avez peut-être vu dans l'exposition permanente du musée zoologique. C'est tout à fait le genre de spécimens qui sont envoyés par Cuvier, enfin qui vont au Muséum national d'histoire naturelle et ensuite qui sont envoyés par Cuvier à Strasbourg. Voilà. Oui, bah, je vous l'ai mis, Georges Duvernoy. Hop, voilà. Voilà des exemples un exemple aussi d'oiseaux qui est collecté par Duvernoy et qui est envoyé par Duvernoy au musée zoologique. Et à droite, vous voyez son buste qui est dans la galerie d'anatomie comparée au Muséum national d'histoire naturelle. La galerie d'anatomie comparée, c'est le grand bâtiment rouge qui est en dessous de la galerie de paléontologie, le long de la Seine. Voilà. Il y a Schimper aussi, qui est un conservateur important au cours du 19e siècle. Et vous avez des exemples de spécimens qui sont envoyés au cours du 19e siècle. Voilà, l'association strasbourgeoise des Amis de l'Histoire naturelle, qui est fondée en 1850, achète des spécimens aussi à destination du Muséum d'Histoire naturelle au cours du 19e siècle. Voilà, par exemple. Alors, le grand tournant, en fait, ça va être à partir de 1870, de la création de l'université. Les collections du Muséum d'histoire naturelle vont être divisées en 3 parties, qui seront réparties dans 3 instituts. Il y aura un institut de géologie, où il y aura la minéralogie et la paléontologie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a, dans la partie Hermann notamment, il y a des collections de minéralogie qui sont issues des collections universitaires. Il y a un institut de botanique et il y a un institut de zoologie. Et cet institut de zoologie, c'est un bâtiment qui est construit spécialement pour faire de l'enseignement et de la recherche, mais aussi pour accueillir du public. C'est vraiment un espace muséal. C'est peut-être le premier bâtiment à Strasbourg qui est construit comme tel. Le suivant, ça sera le MAMS, presque 100 ans plus tard, quoi. C'est ça qui est étonnant. Les autres bâtiments qui accueillent des musées à Strasbourg, puisque Margot a évoqué les 10 musées, ce sont des bâtiments qui ont été aménagés pour devenir des lieux d'exposition et d'accueil du public. Là, il est pensé dès le début spécialement pour accueillir du public avec des vitrines. Donc la grande affaire du 19e aussi, c'est de présenter l'ensemble de la classification. Il n'y a pas de dissociation entre les réserves et les espaces d'exposition. Donc ce musée de zoologie va être un lieu dans lequel on va déployer sur plusieurs étages l'ensemble de la classification. Et les campagnes d'achat et de collecte de spécimens auront pour objectif de compléter l'ensemble de cette classification à des fins pédagogiques, tout simplement. Voilà. Vous voyez le bâtiment avec ce hall majestueux, avec ces grandes peintures murales qui ont été conçues par Anton Zeder, qui était le directeur de la Haute École des Arts du Rhin, et qui ont été réalisées par Georges Ecker. Avec cette tête de baleine qui vous accueille dans le musée. C'est un bâtiment magnifique qui bénéficie d'un bel éclairage avec des grands déploiements de vitrines sur les différents étages, puisque le 3e étage se visite également. Et à travers les étages, vous déambulez dans la classification. Le personnage important, alors il y a un conservateur important qui s'appelait Goethe, notamment au cours de cette période, c'est lui qui achète par exemple la collection de Blaschka, et il y a un autre personnage vraiment important qui est Ludwig Döderlein. Mes 2 slides se sont superposés. Ludwig Döderlein, c'était un professeur qui avait fait des missions notamment au Japon, dans la baie de Sagami. C'est pour ça que dans le musée rénové, il y a une partie qui est consacrée à la baie de Sagami. Et lui, il va s'employer à compléter l'ensemble des collections du musée zoologique avec des achats auprès de comptoirs d'histoire naturelle
et en bénéficiant d'envois des différentes grandes expéditions allemandes qui seront organisées pendant cette période. Voilà un exemple d'expédition. Il y en a plusieurs comme ça d'expéditions importantes et au musée zoologique de Strasbourg, on bénéficie de spécimens envoyés par Ludwig de der Leyen au musée zoologique de Strasbourg. On parle de Jean Hermann beaucoup, mais le personnage important, celui qui développe de manière les plus importantes les collections du musée zoologique, c'est Ludwig de der Leyen. C'est vraiment quelqu'un qui contribue, qui déploie ce musée de manière vraiment importante et le fait rayonner de manière très visible. Voilà des exemples de comptoirs d'histoire naturelle dans lesquels Ludwig de der Leyen, par exemple, a acheté des spécimens. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Vous connaissez peut-être encore à Paris un comptoir d'histoire naturelle comme Dérolle, peut-être, ça vous dit quelque chose. C'est un lieu que je vous invite à visiter, qui est magnifique. Où on peut toujours acquérir des spécimens, mais bon, les conditions de circulation des espèces aujourd'hui et des biens naturels sont totalement encadrées par d'autres, par notamment la Convention de Washington. Donc les échanges et les transactions ne se font plus du tout de la même manière, évidemment. Je vous mets juste l'étage numéro 1. Tout le déploiement se fait de la même manière sur les différents étages. Vous voyez que ce sont des grandes séries de vitrines, de la lumière naturelle qui rentre. Vous voyez toutes ces fenêtres arrondies sur la cour et sur l'extérieur qui permettent de mettre en valeur l'ensemble de ces spécimens. Et c'est un déploiement de la classification sur différents étages. Voilà. Il y a quelques particularités quand même dans ce plan. Il y a quelques vitrines qui sont organisées par zone géographique, mais autrement, c'est essentiellement la classification. Juste après la période allemande, à partir de 1919, il y aura un conservateur qui va se mettre en rupture totale avec ce qu'a fait Ludwig de der Leyen, qui s'appelle Emil Thompson. C'est quelqu'un qui était passé à Dijon juste avant, qui est un spécialiste des éponges, qui est un chercheur, et lui veut s'inscrire en rupture par rapport à ce qui a été fait par Ludwig de der Leyen, et il va déployer, rentrer des collections qui se veulent utiles. Il va faire de la zoologie appliquée, donc il va rentrer beaucoup de nacres par exemple. Il y a une vitrine aussi qui montre quelques-unes de ces pièces. Il veut montrer comment les spécimens d'histoire naturelle peuvent être utiles à l'artisanat et à l'industrie. C'est un nouveau mode de présentation. Il développe également une station d'entomologie, d'observation, parce comme il veut être utile, il travaille aussi pour les viticulteurs ou les agriculteurs de la région. Et il veut bien identifier les insectes ravageurs de culture et leur être utile. Et il leur donne, il collecte des données et il le restitue afin d'avoir des bases de données qui peuvent être utiles à ces personnes pour préserver leur culture. Voilà. Au cours du 19e ou du 20e siècle, se développent aussi plusieurs dioramas. J'ai mis ces deux dioramas. Il y a des parties qui vont être modifiées, fermées, des parties de der Leyen, réaménagées. Il y aura les parties refaites par Thompson. Et il y aura la fermeture du 3e étage dans les années 30 et il y aura la création de plusieurs dioramas à partir de spécimens historiques. Le diorama est un mode de présentation vraiment qui se développe à partir du début du XXe siècle de manière importante dans tous les muséums. Les plus importants, ils sont aux États-Unis, c'est ceux du Muséum de New York, mais en France, on a ceux de la Galerie du Duc d'Orléans. Et tous les muséums en région développent des dioramas qui permettent de contextualiser les espèces et de les mettre en relation avec leur milieu. Et au final, on va arriver à un musée avec différents types de présentations hétéroclites, des présentations en vitrine de classification, des présentations régionales, des dioramas, de la zoologie appliquée et des dioramas d'environnement beaucoup plus lointain. Un moment fort aussi du développement du musée zoologique dans les années 70 et 80, ça va être le développement de beaucoup d'expositions temporaires et événementielles
Et ça sera vraiment une nouveauté aussi, qui vont accueillir beaucoup de monde, qui connaîtront un grand succès auprès des publics strasbourgeois. En gros, alors il y a des collections qui rentrent au XXe siècle également, beaucoup d'insectes et aussi quelques gros spécimens. Vous connaissez notamment le tigre qui est rentré au cours du XXe siècle. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les collections du musée zoologique, c'est 1,2 million de spécimens, avec notamment 900 000 insectes. Vous voyez où sont les grosses collections en malacologie. Les oiseaux, on a une des plus belles collections à l'échelle nationale d'oiseaux qui représentent l'ensemble des écozones à la surface de la planète et peut-être 60-70% de l'ensemble des espèces des oiseaux, donc c'est vraiment important. Des amphibiens, on a des grosses collections en fluide aussi, on a 20 000 spécimens conservés en fluide. Ce sont des collections de zoologie qui sont vraiment importantes. Voilà. Mon slide suivant, il est un peu cafouillis, mais c'est juste pour vous mettre une évocation de différents types de collections qui sont montées, pas montées, à sec, en fluide. Il y a quelque chose qui manque aussi sur ce slide, c'est tous les modèles pédagogiques. Vous connaissez les Blaschka, qui sont des modèles pédagogiques en verre de la fin du 19e siècle, mais dans la première moitié du XXe siècle, on va également avoir de l'acquisition d'autres modèles pédagogiques, toujours dans ces fonctions d'enseignement et de recherche. Vous pensez notamment au modèle de Ozu, on a une belle tête de serpent qui est présentée dans l'exposition, ou au modèle de Prendel, qui sont des modèles de botanique. Voilà, oui, voilà juste une évocation de ces modèles. Quelques Blaschka et en bas de modèles de Ozu, comme vous voyez, des modèles démontables en papier mâché qui permettent de faire de l'enseignement. Voilà. Souhaites-tu enchaîner sur le projet? Comment c'était réparti les parties? Voilà. Donc la deuxième grande partie du plan que je vous ai présenté par Sébastien Soubiran qui arrive sur le projet de rénovation. Voilà son histoire. Bonjour, je suis vraiment navré pour... Oula. Et pour faire beaucoup de bruit, il faut surtout pas le toucher. Ok, d'accord. Ça fait une super entrée, évidemment. Voilà, j'ai eu des petits soucis personnels qui ont fait que je me suis arrangé comme j'ai pu pour maintenir ma participation à l'exposition. Merci Samuel, en tout cas d'avoir tenu le stress jusqu'au bout. Et pour cette première partie. Donc là, l'idée, c'est la deuxième partie. Donc, on va vous parler un peu de ce projet de rénovation, après vous avoir évoqué l'histoire, cette histoire riche du musée. Peut-être une première slide pour vous montrer le contexte dans lequel cette rénovation s'effectue. Samuel a parlé dans l'histoire cette interaction constante entre la ville et l'université pour la gestion à la fois des collections, mais aussi du musée, de son accès au public et de son accès à l'enseignement et à la recherche. Eh ben, il s'agissait pour l'université et pour la ville de continuer cette collaboration. Et donc, vous montrez dans cette slide, on voit bien que le musée zoologique est au cœur d'un écosystème à la fois ancré un pied dans l'université et à la fois un pied dans la ville de Strasbourg à travers la direction des musées, ce réseau des musées sur lequel on va revenir, et pour l'université à travers ce jardin des sciences et évidemment toutes les ressources. Donc l'idée c'était comment après cette histoire qui a pendant un temps à la fois montré à la fois des lacunes dans l'investissement de l'université mais aussi des lacunes dans l'investissement de la ville, ce musée va pouvoir renaître sur de bons pieds entre les deux institutions qui, avec une opportunité de financement dans le cadre de l'opération campus, donc c'est un financement d'État pour rénover les campus, donc l'université a suggéré de pouvoir investir une partie de ces financements dans la rénovation du musée, ce en quoi bien sûr la ville a suivi et nous avons monté ensemble ce projet. Donc, comme je le disais, un réseau de musées dans lequel s'inscrit le musée zoologique et aussi un pied dans l'université au cœur du campus historique avec ce nouveau quartier culturel. Le Jardin des Sciences avait une première étape était il y a 2 ans avec l'inauguration du planétarium. Donc vous avez un peu ce plan du campus historique, je rappelle, qui s'inscrit dans la Neustadt et donc classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'idée, c'est d'avoir cette porte d'entrée et le musée zoologique fait partie de ce projet d'ensemble.
Alors, comme toute rénovation, il s'agit de reprendre ce qu'on appelle le projet scientifique et culturel, à la fois parce qu'il s'agit d'un exercice attendu par les services des musées de France, puisque le musée zoologique est labellisé Musée de France, mais aussi puisque c'est un peu le départ de tout projet de rénovation pour savoir exactement ce qu'on veut faire, vers où on veut aller et s'entendre sur les objectifs. Donc ce projet scientifique et culturel a été écrit au fil de l'eau, il a mis plusieurs temps, il y a eu plusieurs étapes, et je reviendrai sur le fait que pour ça on s'est appuyé sur un certain nombre de collaborations, de comités scientifiques qui pourront être évoqués. Peut-être vous lire ce qui a été mis entre crochets, puisque en fait ça va un peu porter cette volonté de transformer ce musée zoologique en un musée de société, donc un lieu de médiation ouvert aux grands enjeux de société, environnementaux en particulier. Donc il s'agit bien de s'interroger sur les questions environnementales et d'envisager que ce musée puisse avoir une place dans ces enjeux de société autour des questions environnementales, en explorant l'évolution de la place des êtres humains dans le monde animal à partir des collections patrimoniales. Donc l'objectif, il s'agissait de bien repositionner le musée. Évidemment, c'est un lieu de médiation scientifique. Et comme on vient de le dire, cette volonté de l'inscrire dans ce dialogue science et société, une structure plus dynamique, plus fonctionnelle, répondant aux normes actuelles en termes d'accessibilité, ça c'est un sujet qui nous a tenu à cœur, bien entendu, très important cette accessibilité, pas seulement pour des raisons réglementaires, mais aussi puisque on souhaitait pouvoir rendre le musée accessible au plus grand nombre, à la fois pour des personnes en situation de handicap, mais aussi d'autres formes de difficultés d'accessibilité au musée. La sécurité, bien entendu, qui a eu un rôle malheureusement sur le musée, sur sa dynamique au cours des années 2000 notamment, puisque à plusieurs reprises le musée a été fermé, on a arrêté de faire des expositions temporaires, donc on les a réouvertes au moment où on a su qu'on allait pouvoir rentrer dans une nouvelle ère, et puis évidemment tout ce qui est conservation préventive des collections avec un attachement, toute une logistique et un accent mis dans la construction pour pouvoir mieux préserver ces collections qui étaient quand même dans des conditions assez compliquées. Alors certes, on avait l'habitude de dire, mais vous vous rendez compte, ça fait 100 ans qu'elles sont dans ces conditions, mais en même temps, on s'est surtout aperçu, et ça, tu pourrais revenir sûrement, Samuel, sur le chantier des collections, qu'elles avaient énormément souffert. Et donc, il y a eu tout un travail de restauration important qui a dû être fait pour pouvoir préserver et sauver une grande partie de ces collections et surtout pouvoir les présenter au public. Ça, c'est un point important de pouvoir les partager. L'autre point fondamental, l'aspect fondamental, c'est cette volonté d'interagir avec les chercheurs, avec les chercheuses, avec le monde de la recherche. C'est quelque chose qui s'était un peu distendu au cours de l'histoire de ce musée. Et là, en plus, en revenant sur des questions environnementales, on continue bien entendu à être un musée zoologique, mais il s'agissait aussi de pouvoir s'associer à d'autres types de recherches sur les questions environnementales. Et là, on rentre tout de suite dans quelque chose de plus pluridisciplinaire et interdisciplinaire. On avait aussi cette volonté de pouvoir étendre un tout petit peu le périmètre d'exposition. Donc, vous verrez tout à l'heure qu'on a réussi à agrandir un peu les espaces d'exposition. Et avec une réflexion autour de comment faire vivre ce musée une fois qu'il est ouvert, et avec cette notion d'exposition permanente, semi-permanente, d'espace de médiation, de laboratoire et de ressources, avec des médiathèques et des espaces d'exposition temporaire également. Mais on y reviendra quand Samuel vous déroulera un peu les différents espaces. Alors sur les missions, donc ça c'est un point fondamental, s'entendre sur les missions, préserver, étudier et partager les collections, bien entendu. C'est un musée de collection avant tout. On nous a souvent questionné, il y a eu beaucoup de craintes sur le fait qu'on voulait faire un musée de sciences avec beaucoup d'interactifs, qu'il n'y aurait plus de collection, qu'on ressemblerait au vaisseau. Eh ben non, pas du tout, c'est un musée de collection, et pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu le musée, ou celles et ceux qui sont allés le visiter, je pense que vous êtes aperçus que les collections sont au cœur du projet et sont toujours bien visibles.
L'autre aspect fondamental, il y a beaucoup le terme environnement, vous l'avez compris, je ne vais pas y revenir, mais aussi accéder et partager les connaissances scientifiques, d'où cette proximité avec les communautés de recherche, de vraiment participer à ce dialogue entre les communautés scientifiques et les publics dans toute leur diversité. C'est un enjeu fondamental aujourd'hui, il me semble, dans un moment où la pratique scientifique, les recherches scientifiques sont questionnées de toutes parts. Et donc pour nous, c'était important de le rappeler. Alors bien entendu, la curiosité, c'est un levier important pour nous. Il ne s'agit pas d'asséner des vérités scientifiques, mais bien de trouver des façons d'éveiller la curiosité pour les sciences, mais aussi pour les enjeux sociétaux. Dans lesquels ces sciences sont partie prenante. On sait tous que justement ces connaissances scientifiques participent à accompagner l'évolution de notre société et à la transformer, d'où l'importance de créer ces liens très forts entre les publics, les citoyens et les communautés scientifiques. Comprendre la démarche scientifique et promouvoir l'esprit critique, je crois que là, vous l'avez bien compris, cette insistance sur ce n'est pas seulement les savoirs, mais c'est aussi une démarche. C'est comprendre comment ces savoirs sont construits, comment ils évoluent dans le temps et comment des connaissances scientifiques bien diffusent ou se développent au sein de la société. Le point suivant est tout à fait lié puisque cette dimension sociétale des sciences est un point fondamental. Et enfin, le dernier point, favoriser la participation du plus grand nombre aux débats contemporains liés à l'environnement. Vous le reverrez, l'engagement, c'est quelque chose d'important pour nous. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est avoir un musée, un outil qui permette d'échanger, d'engager le dialogue, mais aussi d'éveiller certains points autour des questions environnementales et inciter aux personnes à s'engager sur ces questions. Donc tout ça doit mener à une nouvelle expérience de visite. On avec 4 points fondamentaux, l'émerveillement. Voilà, donc ça c'est l'entrée de base. Il nous semble important de pouvoir s'émerveiller et l'entrée même, vous verrez, du musée participe il nous semble, à engager cet émerveillement. La compréhension, donc il s'agit bien aussi en tant que musée de sciences d'accompagner, de faciliter la compréhension, mais aussi l'appropriation de connaissances. Mais au-delà des connaissances, comme je le disais, il y a la notion de pratique, d'histoire des sciences aussi, de comprendre le contexte dans lequel ces connaissances sont construites. La participation, cette participation, elle passe par plusieurs outils, évidemment au sein même des espaces d'exposition, par des dispositifs interactifs, mais aussi par des lieux. On a souhaité mettre des espaces qu'on a appelés d'oralité, qui permettent en fait de se poser et éventuellement d'interagir avec des médiateurs ou avec des scientifiques dans le cadre d'une programmation culturelle du musée. Et l'engagement, j'y reviens, en particulier des jeunes générations, puisque on souhaite évidemment que ce musée puisse s'adresser à une diversité de publics, et on sait souvent que ce sont aussi des jeunes qui viennent dans le musée, et donc c'est important de pouvoir les accompagner sur leur compréhension de différents écosystèmes, mais aussi de la façon dont les questions environnementales se situent à l'échelle locale, mais aussi de façon plus globale. Donc ces publics, justement, ces publics, on les espère nombreux, et pour l'instant, ils ne nous ont pas déçus. Et surtout, là où on est content, c'est qu'il y a une grande diversité de publics. Le musée zoologique, on disait souvent, c'est un musée où on vient quand on est enfant avec l'école, et puis après on y vient quand on est parent avec ses enfants, et on y vient quand on est grand-parent avec ses petits-enfants. Voilà. Et bien là, on a vu évidemment des enfants qui viennent avec leur école, avec leurs parents, avec leurs grands-parents. On a déjà eu quelques remarques des grands-parents d'ailleurs, parce qu'il y a certains trucs un peu hauts, donc il faut qu'ils les soulèvent. Donc ça, on va s'en occuper. Mais ce qui fait grand plaisir, c'est que on a réussi à capter d'autres formes de public, des adultes qui viennent tout seuls, des jeunes
des jeunes adultes, des étudiants, des adolescents. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire puisqu'on sait que ces populations ne sont pas forcément celles qui fréquentent le plus les musées. Donc pour l'instant, je dirais, on est assez content et l'ensemble des publics que nous avons cités, il semblerait qu'on ait pour l'instant réussi ce pari-là, même si finalement ça fait à peine un mois qu'on a ouvert. Donc, mais en tout cas, la diversité des publics est déjà présente depuis l'ouverture. Je saurais pas dire sur le public frontalier, mais en tout cas, nous avons décidé d'utiliser 3 langues dans le musée, le français, l'anglais et l'allemand. Alors c'est plutôt dans l'ordre français, allemand, anglais. Et vous verrez, c'est exactement le même texte traduit dans les 3 langues qui apparaît, et non pas ça peut être le cas dans certains musées, un texte plutôt synthétique dans les langues étrangères. Là, on a fait vraiment le pari, ce qui était assez complexe pour nous. Je regarde Samuel et je regarde aussi Camille. C'est Camille là-bas, hein? Voilà, oui, Camille. Parce que je vois pas très bien de loin. Alors, qu'est-ce qu'on vous raconte dans le musée? Parce que là, on vous a parlé des grandes intentions. Il y a quand même 5 fils conducteurs qui, pour chaque espace, ont un peu influé les différentes narrations, les différents textes et les différents propos qu'on vous contient. La représentation du monde. Donc ça, c'est vraiment important. Et je dirais que c'est à la base du musée zoologique et des collections telles que Samuel a pu en présenter l'histoire. Inventorier, comprendre le monde. Et ça, on va le retrouver beaucoup dans les espaces permanents. Cette volonté de l'être humain de se questionner, de comprendre, d'associer, de classer, de développer une connaissance de la façon dont la diversité s'organise. La biodiversité et sa préservation, donc l'écosystème, comment tout ça interagit, comment, y compris l'être humain. Donc ça, c'est vraiment un point fondamental pour nous, c'est de ne pas se mettre en dehors de tout ça, mais bien constamment montrer cette interaction constante entre l'être humain et les écosystèmes. La question du changement climatique, modéliser, surveiller le système Terre, et bien entendu, voilà, donc nous, on a ce postulat que le changement climatique est en cours, et donc pour ça, nous exposons à travers les différentes expositions, nous abordons ce sujet. La question environnement-santé, qui est aussi une question fondamentale dans les questions environnementales. Et ça, on peut l'aborder de différentes manières, et vous verrez qu'on l'aborde en particulier dans un des espaces d'exposition. Et enfin, de façon plus globale, cette interaction entre l'être humain et la nature, et cette notion de durabilité qui est vraiment importante. Durabilité pour les questions environnementales, bien sûr, mais aussi dans la façon de vivre les uns avec les autres. Tu veux que je finisse ça et puis après je te laisse. On vous a rappelé les grandes étapes du projet. Donc rappelez que la notification de l'opération Campus c'est 2009. Voilà. Donc ça fait quand même un long temps, mais finalement je dirais que c'était le temps nécessaire pour faire le musée tel qu'il est aujourd'hui. Avec beaucoup d'allers-retours, avec beaucoup d'aléas, avec beaucoup d'échanges, de discussions, de transformations aussi. La première feuille de route était pas vraiment la même que celle qui a été utilisée pour lancer le dialogue compétitif et lancer l'appel d'offres pour les architectes et les cénos. Ça a pris quasiment 10 ans, pas tout à fait, mais quasiment. Et je pense que ça nous a permis de bien maturer, de bien avancer. Développer un musée, c'est quelque chose qui prend du temps, effectivement, et ce temps est nécessaire et qui nécessite de dialoguer avec beaucoup de personnes. Évidemment, tout le monde a son avis sur comment on devait faire le musée zoologique. Je suis sûr que certains d'entre vous l'ont même exprimé. Rappelez que le musée a été fermé en septembre 2019. Peut-être que certaines et certains d'entre vous ont participé à cette fermeture pendant les Journées du patrimoine. Et c'est pour cela qu'on l'a réouvert
en journée du patrimoine en 2025 pour symboliquement, voilà, ça faisait 6 ans de fermeture et les travaux sur les 6 ans de fermeture ont duré 4 ans, mais il n'y a pas eu 2 ans où on s'est tourné les pouces puisque ça a permis là aussi d'avancer sur les différentes étapes avant de pouvoir faire les travaux et Samuel reviendra peut-être sur le chantier des collections qui était un point important, des visites tests 20 et 30 août 2025, qui nous ont permis en fait d'être un tout petit peu plus serein, enfin je sais pas toi Samuel, mais moi, pour l'ouverture au public, puisque les personnes, même si c'était des personnes de l'université et de la ville, c'était pas des amis, c'était des gens, des collègues, on est nombreux à la ville et à l'université, eh bien ils étaient ravis. Donc ça rassurait sur le fait qu'on n'avait pas fait n'importe quoi et que a priori c'était quelque chose qui allait plaire. Et là encore, il y avait une variété de publics. Et donc, moi, j'ai un peu soufflé, j'avoue. Après, il a fallu se remettre dans la dynamique pour préparer l'ouverture, mais j'étais quand même beaucoup rassuré, puisque évidemment, c'est une grande responsabilité de rénover un musée, surtout un musée zoologique, hein, avec les habitants qui sont très attachés. Et on a quand même transformé beaucoup de choses et donc on espérait que le résultat serait à la hauteur des attentes. 18 millions d'euros, bah, ça peut paraître beaucoup, hein, c'est pas rien, mais en comparaison d'autres projets de musées, ben, c'est très raisonnable. Le budget de départ en 2009-2010 était de 13 millions, voilà. Donc en 15 ans, c'est un peu normal qu'on ait un peu augmenté et surtout, on a réussi à trouver d'autres financements complémentaires auprès de l'Europe notamment et l'État a abondé évidemment. 2000 mètres carrés d'exposition, vous l'avez déjà dit, 1,2 million de spécimens, ça Samuel vous a déjà montré la composition, et dont 1800 pièces de collection exposées à peu près. C'est toujours à peu près ce ratio, 1,2 million de spécimens. Vous savez qu'il y a énormément d'insectes dans les collections de zoologie, et donc c'est normal que le ratio soit moins élevé. Avant de passer vraiment à la présentation des espaces, juste rappeler, comme je disais, que c'est un projet très collectif. Un comité scientifique, plusieurs comités scientifiques en fait. On en a eu un pour présenter les intentions générales et puis après chaque espace d'exposition a bénéficié d'un comité scientifique ad hoc pour être au plus près des expertises. Évidemment, un pilotage pour les travaux. L'université est en maîtrise d'ouvrage et dans le cadre de l'opération campus, il y avait toute une gouvernance qui répondait à cette attente avec l'État, les collectivités, et puis un pilotage du projet politique avec la ville, opérationnel, et plein de groupes de travail sur les questions de médiation et autres. Samuel ? Voilà le projet. Alors, parmi les éléments, on a enlevé la slide juste avant, mais parmi les éléments contextuels aussi, il y a quelque chose d'important, c'est que notre rénovation, elle s'inscrit dans une dynamique nationale. Le XXe siècle, c'était une période un peu de... La recherche a beaucoup déserté les muséums au cours du XXe siècle, et il y a eu un retour à partir des années 70-80 avec des premières vagues de rénovation, notamment le Muséum de Grenoble, et avec un point culminant qui était un peu l'ouverture de la Grande Galerie de l'Évolution au Muséum national, avec ce fameux acte 3 sur l'homme facteur d'évolution. Ensuite, il y a une deuxième vague dans laquelle il y a notamment le musée des Confluences de Lyon. Et nous, on s'inscrit dans l'histoire ensuite, qui a été ouverte par le musée d'histoire naturelle de Bordeaux, qui a ouvert ses portes en mars 2019. Ensuite, il y a eu celui d'Orléans. Donc aujourd'hui, il y a celui de Strasbourg. Le mois prochain, il y aura celui du Havre. Et les trois qui vont arriver derrière seront ceux de Lille, Rouen et Nantes. Alors, pour reprendre ce que disait Sébastien, c'est vrai, c'est des projets qu'on fait 10 ou 11 ans quand même, donc on reste assez court, et les budgets des projets qui sont en cours, c'est 3 à 4 fois nos budgets, donc on reste un projet assez raisonnable. En tout cas, ce qu'on a vu aussi suite, notamment à la période Covid, il y a eu plusieurs articles qui sont sortis, qui ont exprimé le fait que les muséums, c'est l'endroit qui documente l'érosion de la biodiversité le mieux possible, puisque malheureusement, d'année en année, on a de plus en plus d'espèces disparues dans nos collections. On a le bout de la séquence 1 qu'on va évoquer,
ce sont des espèces disparues et on en a les preuves matérielles. Et donc, c'est vrai qu'on est peut-être les acteurs les mieux positionnés pour parler de cette érosion de la biodiversité et parler du rôle de l'espèce humaine dans l'érosion de cette biodiversité. La spécificité de Strasbourg par rapport aux exemples que je viens de citer, c'est ce continuum entre la production de connaissances, la recherche, l'objet et les publics. Et c'est vraiment là-dessus qu'on travaille dans le cadre de ce partenariat. C'est un gros plus, un gros atout. Le positionnement du musée géographique, mais pas seulement, le positionnement institutionnel également. Et c'est quelque chose de tout à fait important. Donc, il y a eu plusieurs projets de présentés. Moi, j'étais pas là au cours de cette présentation parce que je suis arrivé il y a seulement 4 ans et demi. En tout cas, le cabinet qui a été reçu pour la scénographie, c'était Deux, et le cabinet pour l'architecture, c'était le cabinet Frix. Vous avez vu leur image là où ils se sont déguisés et ils se sont positionnés dans le chantier pour leur carte de vœux. En tout cas, c'était un projet vraiment intéressant parce que par rapport au musée du 19e siècle qu'on évoquait, où on n'a pas de dissociation entre réserve et collection et exposition, là on a une dissociation très forte entre les réserves et ce qui va être exposé. Comme il vient d'être rappelé, on passe de 1,2 million à 1800 spécimens présentés, c'est quand même spectaculaire. Et surtout, on va raconter une histoire, on va avoir une trame narrative. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Alors, tous les musées en rénovation font ça. Tous à peu près ceux que je viens d'évoquer parlent de la place de l'être humain dans l'évolution de la biodiversité de l'Anthropocène et de son rôle, de la place du rôle et des moyens d'agir également. C'est pour ça qu'il y a ça dans le projet. Et eux, l'histoire qu'ils vont proposer, ça va être d'abord un émerveillement en permettant aux visiteurs de rentrer dans ce hall de la biodiversité qui est au cœur de l'image, là sur cette maquette, et ensuite aller dans une histoire qui va parler de l'histoire de ces collections, du rapport entre collection et construction de connaissances, notamment dans le domaine de la systématique, et ensuite d'aborder 3 écosystèmes spécifiques. Le premier écosystème étant l'écosystème du Rhin supérieur, le deuxième celui des océans à partir de la baie de Sagami du Japon, car d'Oderlein que j'ai évoqué tout à l'heure, et le troisième c'est la nature au laboratoire à travers 3 exemples, 2 pris sur les moustiques et 1 sur les abeilles. Et on a aussi une exposition temporaire d'ouverture qui est sur la partie gauche en bas grisée, qui est sur la biodiversité urbaine. Voilà, donc d'abord un projet qui concerne l'accessibilité, la sécurité, la circulation et ensuite le déroulement d'une trame narrative avec également des collections permanentes présentées sur la façade sud que vous voyez ici, comme on déshabille la façade du bâtiment. Sud, là, c'est ce que vous voyez à peu près depuis le boulevard de la Victoire, là, mais sans la façade, avec ces espèces totems qui sont des animaux emblématiques des collections du musée zoologique qui sont abordés d'un point de vue scientifique et d'un point de vue culturel. Voilà, on y reviendra. Voilà, cette mise en image, ce qui vient d'être décliné avec les axes principaux du projet scientifique et culturel, c'est un musée de collection. Donc là, vous voyez que c'est encore une vue, une création, c'est pas la réalité. Évidemment, au départ, il devait y avoir une passerelle, c'est ça, au milieu. Voilà, donc on a ces systèmes de balcons. Inutile de vous dire que le service des musées de France aussi était ravi parce que ils se sont dit mais comment vous allez pas faire rentrer de poussière et comment vous allez faire fonctionner ce lieu. Ils ont émis beaucoup de réserves sur ce projet architectural. Moi, je me suis trouvé à la réunion de fin 2019 au service des musées de France. Je travaillais au service des musées de France en ce moment. C'était une réunion pas la plus agréable, disons. Et c'était très tendu même, et ils ne voulaient pas de ça, en fait, les services des musées de France, pour des raisons de conservation. Et vous avez vu le résultat, en tout cas, je vous invite à aller le voir, ça fonctionne très très bien quand même. L'émerveillement fonctionne, et on va apporter le discours scientifique dessus, et c'est ça qui est vraiment passionnant. Voilà, la première partie permanente avec la galerie des oiseaux, les vitrines, elles sont passées de l'ouest à l'est, elles étaient sur la partie gauche, elles sont passées sur la partie droite avec l'ensemble de ces oiseaux. Alors avant, il y avait des passereaux, aujourd'hui, les passereaux, ils sont tout au bout, il y a toutes les autres familles qui sont représentées avec des interactifs ensemble, en face. L'idée, c'est donc de parler de la connaissance
qui est construite à partir des collections et de restituer de la connaissance à partir de ces collections, de travailler sur cet aller-retour avec différents modes de représentation du vivant en 3D, en 2D, donc en 2 dimensions, il y a des arbres phylogénétiques où il y a des emboîtements, et en 3 dimensions, il y a ces vitrines, et il y a les vitrines à gauche qui montrent des systèmes d'emboîtement pour représenter le vivant actuellement. Voilà. Le deuxième écosystème, le premier écosystème local, oui, celui du Rhin supérieur, avec le retour du diorama, mais un diorama mobile, puisque vous l'avez peut-être vu, on appelle ce dispositif le cyclorama, qui va permettre de faire évoluer les images et les environnements et de découvrir les différents écosystèmes à travers le Rhin supérieur, en allant de la forêt à gauche vers l'eau à droite. Sur la face opposée, vous aurez la partie culturelle. À droite, vous allez aller sous l'eau. Et tout au fond, à gauche, vous aurez la partie avec les sons. La deuxième séquence sur le Rhin est plus consacrée aux aménagements et aux réhabilitations. Donc, voilà. Alors, le chantier des collections, j'ai pas mis de tableau de chiffres de camembert, seulement une image avec la restauration de ce loup qui est dans une salle totem avec 2 étudiantes de l'université d'Avignon qui ont fait un stage long chez nous, un stage professionnalisant, et qui ont accompagné le chantier des collections. C'est vrai que la première étape, quand le musée a fermé en 19, mais en fin 21, il a fallu le vider complètement pour faire commencer les travaux. Et l'ensemble des collections, alors à l'exception des Blashka, du morse et de l'éléphant de mer, du crocodile et du kayak et du sélacanthe, l'ensemble des collections sont parties au pôle d'études et de conservation au port du Rhin. Et la première partie du travail, même si les spécimens qui devaient être présentés dans le musée rénové avaient été identifiés, ça a été de faire un constat d'état sur l'ensemble de ces spécimens. Donc un constat d'état a été fait sur 2000 spécimens environ. Il y a eu pas mal de mobilité à l'intérieur des listes parce qu'il y a des spécimens qui s'avéraient en moins bon état, d'autres en meilleur, donc on a fait des inversions. On a fait naturaliser quelques spécimens que nous avions dans des congélateurs également. Et ensuite, à partir de ce diagnostic, on a découpé les collections du musée zoologique en silos. Les 6 familles de collections pour ouvrir des chantiers de restauration étaient liées à la nature des collections ou à leur encombrement. Hein. On avait des collections à sec, en fluide évidemment, on avait des collections d'ethno, on avait les spécimens qui étaient très spectaculaires, on avait fait un lot où on avait isolé les spécimens qui sont présentés dans le hall. Et on a donc ouvert des marchés pour les restaurations de ces silos. 5 ont été pourvus, dont le lot Blashka aussi, que vous imaginez, avec une restauratrice verre spécialisée. On a bénéficié pas mal de soutien de mécènes aussi pour réaliser l'ensemble de ces restaurations. Et aussi, on a bénéficié de l'appui, du soutien, parce qu'on a la chance au musée zoologique d'avoir une restauratrice Naturalia qui est rattachée à la régie des collections, mais en permanence au musée zoologique. Et on a eu la chance aussi de bénéficier de l'appui, du soutien de cette restauratrice Naturalia, Manon Legris, qui est là en permanence et qui continue le chantier aujourd'hui et qui accueillait des stagiaires qui nous ont accompagnés. Les restaurations, elles allaient de simple nettoyage. Ce qu'on a beaucoup fait sur des spécimens historiques, parce que l'idée c'est de garder leur intégrité aussi, comme les collections Hermann par exemple, on ne fait pas des restaurations structurelles, donc des restaurations de nettoyage de surface ou carrément des restaurations structurelles ou des restitutions, des changements d'yeux, des remplacements de parties en kératine. On a eu tout l'éventail des restaurations possibles. On a bénéficié de cet outil qui était incroyable du pôle d'études de conservation des musées de la ville au port du Rhin, qui nous a permis d'accueillir beaucoup de restauratrices, mais il y a des spécimens qui sont aussi partis à l'autre bout de la France. Donc on a dû gérer des rotations, des mises en quarantaine, et puis gérer le chantier là entre les réserves et les ateliers de travail. On a ouvert le musée, on n'a pas tout restauré. Tout a été nettoyé, mais tout n'est pas restauré. Il reste 300-400 oiseaux à finir en restauration. Donc il va y avoir une rotation là sur les oiseaux qui sont dans les vitrines que vous avez dans la première partie permanente. Voilà. C'est 700 000 € au total, hein, le chantier des collections quand même. C'est quand même une somme importante. Voilà.
Voilà la déclinaison du projet. C'est peut-être pas très parlant, mais en tout cas, vous voyez bien la partie permanente qui est en bleu et les parties semi-permanentes qui ont vocation à tourner tous les 4 années qui sont en verte. Au-dessus, à gauche, donc partie ouest, vous avez le Rhin supérieur. Hein, tout ce qui est en bleu, c'est toute la partie sur le hall et l'histoire des collections et leur rôle. Avec dans le grand couloir les oiseaux, les carnivores, les mollusques sur le mur et dans l'espace au-dessus à droite, qui est l'espace d'oralité, les arthropodes. Et en dessous, à gauche, donc à l'ouest, vous avez la partie consacrée aux océans, et à droite, la nature au laboratoire. J'ai mis juste 4 images là, donc c'est très léger. Et là, c'est la partie totem, donc le totem du loup que vous avez vu en restauration. Voilà, la partie Rhin dans le projet, la partie océan dans le projet, avec cette table qui va nous permettre de descendre dans les profondeurs, et la partie laboratoire avec une évocation du laboratoire de recherche tel qu'il est et qui fonctionne actuellement, contemporain. Voilà. Je mentionne juste une opération qu'on a portée également conjointement, qui est le musée zoologique et vous. Dans le cadre du PSC, les publics ont bien été définis, précisés, mais c'est vrai que souvent on fait des enquêtes de public pour accompagner des projets de rénovation. L'enquête de public a été faite au cours du projet. Ça a permis d'auditionner 660 personnes, d'interroger, de faire des questionnaires assez poussés avec 660 personnes, et à partir de ces groupes, d'en redéfinir 5 avec lesquels il y a eu un travail plus approfondi en atelier, et ensuite de définir 3 groupes plus spécifiques qui vont nous accompagner dans la programmation culturelle du musée. Donc ces groupes concernent un public familial, un public étudiant et un public en situation de handicap. C'est un très beau projet aussi de pouvoir travailler avec les publics et de répondre à leurs attentes au plus près de leurs attentes. Quand on voit cette façade, cette idée de transparence aussi, quand vous vous en rendez compte quand vous passez dans la rue, vous voyez cette baleine. Les architectes, les scénos ont beaucoup travaillé sur cette idée de porosité entre rue et musée. C'est la poursuite de cette idée d'interroger les publics, de les solliciter et de s'appuyer aussi sur leurs attentes et leurs connaissances. Voilà. Tu veux détailler les projets de chantier? Sinon, on documente un peu l'histoire du chantier, voilà. Ces fameuses portes, ces plafonds qui sont cassés. Tu veux le faire ou je compte comme tu veux? Alors, voilà, bon, on peut le faire ensemble, oui. Voilà, de toute façon, on doit être au bout là, bah oui, on a déjà. Voilà, donc le chantier, ça a quand même été un chantier très important pour le bâtiment, je sais pas comment dire. Même si le musée a été modifié quand même, ce qui est très bien dans ce projet architectural, c'est que l'intervention, elle est légère malgré tout. Ils ont fait sauter les 2 plafonds du hall, en fait. Mais tout le reste, vous retrouvez exactement les volumes, à part que vous en regagnez. Vous regagnez les 200 mètres carrés qui vous permettent de faire le tour au 2e étage. Donc là, vous avez une vue au moment où les plafonds ont été cassés. Là, c'est la fin de l'histoire, mais ça a été très compliqué parce qu'il a fallu cercler tout le plafond pour tenir la façade, et c'était plus compliqué que prévu de casser ces deux niveaux. En tout cas, c'est ça qui a permis de créer cet espace, ce volume, ce hall de la biodiversité, et d'amener de la lumière dans le bâtiment. Vous voyez les peintures murales protégées, vous voyez encore les portes. Je vous rassure, tout le métal sur les portes ainsi que les poignées sont récupérés. Les grandes grilles là que vous voyez, elles sont en train d'être transformées en tables. C'est l'architecte qui a dessiné des tables. Elles vont être coincées entre 2 plaques de verre. Elles vont être dans la future médiathèque. Voilà. Tu veux continuer sur le chantier? Oui, mais on pourra revenir sur les questions en fait par rapport à ces portes. Il y a des moments, on a évidemment travaillé les architectes des bâtiments de France avec les monuments historiques, et donc chaque fois qu'il y avait des questions sur la préservation du patrimoine, on n'était pas les seuls à décider, voire on décidait pas forcément non plus. Mais les portes, il y avait quand même un consensus sur. Ça nous a fait un peu mal au cœur de s'en séparer, mais en termes de fonctionnalité, c'était compliqué
pour pouvoir préserver ces grandes portes. J'imagine vous rappeler cette porte qu'on avait beaucoup de mal à ouvrir, qui faisait un bruit de fou et qui n'était absolument pas hermétique. Donc il a fallu voir comment on pouvait évidemment travailler différemment. Là, c'est la... Oui, ça c'est les espaces tels qu'ils étaient au moment où on a enlevé les planchers. Montage de la baleine. Décembre 2024, moment clé pour nous. On a franchi, c'était important. Absolument, puisqu'en fait, il y a tout le système de tringles au 3e étage qui permet en fait de porter cette baleine, ce qui n'a pas permis, contrairement à ce qu'on voulait, d'aller jusqu'au 3e en termes d'accessibilité aux visiteurs. C'est un diorama. Ça, c'est pour les nostalgiques des anciens papiers peints dans les vitrines. Ces vitrines de la Galerie des Rapaces ont été préservées, démontées. Elles ne sont pas exposées de nouveau, mais elles pourront l'être à l'occasion au cours de nouveaux aménagements pour les parties semi-permanentes, par exemple. Tu veux dire un mot? Non, on stockait chaque jour qu'on a aménagé le hall au mois de juin et juillet. On a porté les candidats à une mise en place dans le hall, dans les pièces adjacentes. Donc là, vous voyez qu'il est à côté de la vitrine de Sélacanthe et qui s'apprête à rentrer dans le hall le jour même. Voilà, on a une rotation importante de spécimens. Le premier point, ça a été de ramener tous les spécimens à l'étage numéro 3, les 1800, et les deuxièmes, on les descendait par petits groupes, on les avait tous organisés de la sorte dans les étages. Pour chaque jour, descendre des spécimens pour qu'avec les socleurs, on puisse les placer dans le hall. Et vous voyez le plancher. Ça, c'était un truc, surtout préserver le plancher. Évidemment, nous avons préservé les planchers. Ça n'a jamais été remis en question de toute façon. Mais tous les planchers, alors il y a quelques parties qui ont été refaites à l'identique, mais ça se voit pas. Donc ça, c'est le montage du fameux cyclorama. Alors on reviendra pas, mais vous voyez là, il y a toutes les ombres des animaux. Hein. Et normalement, maintenant, il n'y a plus aucune ombre sur les écrans. C'est un peu la magie de cette technologie. C'est comment faire en sorte que tous ces animaux qui sont sur leur socle ou suspendus, ne projettent pas une ombre sur l'écran, en fait. Et alors, qui c'est qui est allé voir le musée depuis son ouverture? Tu l'avais déjà demandé? Ah, pardon. Ah oui, donc il y en a encore plein. Très bien. On n'a pas tout mis. C'est pour ça qu'on n'a pas mis trop de photos de la rénovation, en fait. Comme ça, vous allez être obligé d'aller voir. Une vue du dessus. C'est un peu vicieux, hein, vous verrez pas le dessus. Journée test. Ça, c'est les journées test, les fameuses journées test dont on parlait. Alors, ces journées test, c'est très, très important, hein, au-delà de nous rassurer sur le travail. L'enjeu essentiel, c'est de comprendre un peu les circulations, est-ce qu'il y a des gros soucis d'accessibilité dans le musée, de voir un petit peu, tout n'était pas fini. D'ailleurs, ils étaient un peu surpris qu'on leur annonce qu'on ouvrirait 15 jours après, mais on a réussi à finir. C'est toujours comme ça. Voilà. Le matin de la conférence de presse, 3 jours avant l'inauguration. Voilà. On discute en là, bas. La pression monte. Vous nous reconnaissez bien là. Ah si, on est sympa. On vous a quand même mis, Samuel vous a quand même mis une photo de l'atrium de la biodiversité. C'est une belle photo, ça. La fameuse vitrine qui reprend une évocation du cabinet d'histoire naturelle de Jean Herman. C'est pour ça qu'on l'avait mis en tout premier slide. On voulait montrer en parallèle la différence. C'est une présentation qui est neutre et qui valorise vraiment l'objet et les collections. C'est ça. D'autant plus qu'on n'avait pas vraiment d'idée à quoi ressemblait ce cabinet. Avec du public, et notamment un public scolaire. Vous avez Joanne Hugues, la médiatrice rattachée au musée zoologique. La galerie des oiseaux. Vous voyez quand même, hein, il y a une sorte d'esprit des lieux qui est quand même bien conservé. Alors oui, c'est sombre. Contrairement aux photos de synthèse, l'autre élément que les musées de France nous ont imposé, c'est d'éviter la lumière du jour. Alors ça, on était un peu au courant, mais on essayait de voir comment on pouvait faire. Là, en même temps, c'est vrai que ces collections elles méritent d'être préservées et les oiseaux et les mammifères sont très très fragiles. Donc c'est sûr que cette partie est un peu plus sombre que les autres parties les autres espaces. Par exemple, que le cyclorama.
On n'a pas mis l'ensemble exprès pour que vous alliez le voir. Là, c'est que le milieu. Là. Il y a toute une partie à droite et à gauche. Hein. Ah, notre animal préféré. Enfin, ça c'est le mien, mais je crois que toi aussi tu l'aimes bien. Son sourire. Voilà, c'est surtout son sourire qui nous a accompagnés toute la visite, hein, puisqu'il n'est pas sorti du musée. C'est le seul avec son collègue de l'autre côté que vous voyez pas, puisqu'il est gros, il le cache. L'autre, même s'il est gros, le morse. Et ça, c'est un éléphant de mer. Et derrière, il y a le morse. C'est simple à reconnaître, il a des défenses. La fameuse collection des Blashka, qui là vous est présentée dans quasiment son entièreté. Donc vous en aviez 2-3 spécimens avant dans le musée. Donc là, vous avez quasiment toute la collection. Entièrement restaurée en plus. Absolument. C'est à la fois cette volonté de montrer un peu ce trésor. Hein. Alors je vous rassure, ça vaut pas des millions, donc même si quelqu'un peut envisager de venir les voler, comme c'est un peu la mode en ce moment dans les grands musées français, il a intérêt à être bien équipé, parce que sinon ça sera à la fin, ça sera des petits bouts de verre, puisque c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a décidé de les présenter, c'est qu'aujourd'hui ils sont très très fragiles et leur prêt devient quasiment impossible. Donc leur transport là, c'était quasiment leur dernier transport. Et voilà. Donc autant les donner à voir au public plutôt que de laisser dans des caisses. On termine par des images de l'inauguration. Tout au cours du week-end, on a eu un collectif qui s'appelle le collectif BIM. Je trouve qu'ils ont bien révélé les lieux, en fait. Ils ont fait un travail important de repérage avant, une chorégraphie pas mal répétée, et ils ont fait, je crois, 6 séquences au cours du week-end. Et ils nous ont permis aussi de révéler les lieux de manière différente. On trouvait ça très beau, donc on a mis 3 images du collectif BIM dans les espaces du musée zoologique, là, donc devant le cabinet Hermann, devant le cyclorama et dans les vitrines oiseaux. Voilà. Et la présentation se termine ici avec ce grand succès public. On a accueilli 8500 personnes au cours du week-end de réouverture et on était absolument ravis. Et ce qui nous a encore plus ravis, c'était de voir le visage et les retours, le visage des gens, leur sourire et leur premier retour aussi suite à ces visites. Il n'y a rien qui pouvait faire plus plaisir que ces retours. Voilà. On espère vous y accueillir prochainement. Ouais. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, je précise une fois encore que le 17 novembre, nous allons recevoir Manon Legris, que vous avez mentionné, qui était restauratrice des collections, ainsi que David Carretta, qui est directeur adjoint du musée, donc qui pourra parler plus précisément du chantier de collection, la restauration des pièces, des petites aventures de tous ces animaux. Voilà. Et maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour, vous avez parlé d'une médiathèque aussi qui devrait ouvrir, vous avez des dates? Non, on n'a pas la date. Alors, c'est un gros chantier pour l'année 2026. Ce qui se passe, on avait une bibliothèque scientifique et on avait une médiathèque tout public. Vous voyez peut-être où elle était. On a 40 palettes de livres. Je ne sais pas si vous imaginez. 40 palettes. Donc, on va avoir un premier travail qui va être de les rapatrier, mais on ne pourra pas tout faire en même temps. Et on va devoir faire un tri, un désherbage, puisque tout n'a pas vocation à rester au musée zoologique, même si l'essentiel de la bibliothèque scientifique restera, et la médiathèque également. On a un deuxième chantier parallèle qui est pour l'année 26. Alors là, c'est des questions de budgétaire et de sécurité. Sébastien parlait des normes. Nous, on a pensé que aménager une bibliothèque scientifique dans un espace, ça se faisait avec des étagères, tout ça. Mais en fait, faut isoler tout ça pour que ça soit. Il y a des portes en coupe-feu, mais il y a aussi des sas autour. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Ça va se faire également l'aménagement au cours de l'année 2027-26. Donc, 26, on a aménagement des réserves. On a rapatriement de l'ensemble des fonds. On espère une exploitation à partir de 2027. Quoi, voilà. Et vous voyez où elle est, c'est la pièce en bas à droite là. Vous voyez la fenêtre là, ça va être là la médiathèque. Vous voyez, sur le boulevard en fait, c'est la partie en bas à droite sur le boulevard. Voilà.
Alors, quelques petites remarques courtes. D'abord, vous féliciter parce que j'ai été émerveillé, ébloui, fasciné, de même que tous les enfants, y compris en bas âge, les enfants de 3-4 ans. Il n'y en a pas un qui courait, qui jouait. Ils étaient tous fascinés par les collections. J'ai été étonné de voir la façon dont ils étaient captés. Et je crois que c'est l'aube d'un éveil au public, et je pense y participer, puisque lors de la conférence ouverte au public en 2022, j'avais proposé ma candidature pour encadrer des ateliers d'enfants, où des enfants vont découvrir, regarder au microscope, enfin, etc. Et comme en plus je suis riverain, avenue de la Forêt-Noire, alors il y a une petite remarque, le sélacanthe. J'ai vécu en tant que pêcheur et moniteur international de plongée la découverte de ce poisson fossile qui est venu à Strasbourg. J'habitais rue de l'Observatoire, donc j'ai couru tout de suite pour le voir. Et là maintenant de le voir dans cette eau un peu glauque, je le retrouve pas, je le reconnais pas. C'est un petit peu dommage. Je sais pas si c'est la nécessité de conservation dans le formol qui fait que c'est un peu la turpidité de l'eau. Ah, il était exactement de la même, dans un liquide semblable. Par contre, il avait un éclairage plus fort au-dessus, Oui, donc ça il me lui donnait paraissait beaucoup nettement plus plus de clair. présence. Mais là, ce qu'on a en plus, c'est qu'on fait le tour quand même du sélacanthe. Et Oui, ça, c'est quand on même tourne tout bien autour. C'est vrai. supérieur. Ensuite, vous observerez que si vous venez régulièrement, il est de plus en plus clair parce que ça se décante. Et lui, il rend un petit peu de graisse aussi. C'est ça qui donne ce côté un peu trouble au début. Mais là, c'est quand même, ça s'est bien tassé, je trouve. Il revient très très fort. Et après, c'est pas un poisson fossile, hein, Oui, enfin, il a une, préhistorique, quoi. il a une forme Ça a été proche de médiatisé son à l'époque. ancêtre, en tout cas. Oui. Voilà, c'est ça. Oui. Et enfin, dernière petite suggestion, si je peux me permettre, c'est qu'il y a des endroits où on aurait envie d'entendre des bruits de la nature. Par exemple, quand on est au bord du Rhin, on aimerait entendre un petit peu l'eau qui glougloute, quelques oiseaux. On a envie que ça soit de nouveau vivant. Alors, il n'y a plus trop le côté naphtaline que j'ai connu. J'étais un passionné du musée étant jeune, et j'étais souvent fourré quand c'était pas à l'Institut de géologie, pétrographie avec les intervenants. Et la musique. Et puis, si un jour vous voulez faire un concert, il faut le carnaval des animaux de Saint-Saëns. C'est sûr. Peut-être même une pièce de théâtre. Alors, on Ça a serait une façon de faire malheureusement, vivre. merci beaucoup pour vos remarques, suggestions et témoignages. C'est super que vous ayez vécu l'arrivée du Sélacanthe au musée. Je pense que vous avez reconnu l'affiche. Dans la pièce du Sélacanthe, il y a une affiche justement qui évoque cet événement. Pour le son, alors le son, c'est pas si évident que ça. Il y en a plusieurs dans l'atrium. Vous avez des sons qui sont là. Vous allez avoir, et c'est pas encore opérationnel, mais il est possible qu'on en mette un peu dans la galerie des oiseaux avec des douches sonores. C'est toujours complexe la gestion du son dans les espaces d'exposition. Il y a le mur du son, le mur dans l'espace du Rhin. Vous avez un mur du son où vous ouvrez des clapets. Voilà. Donc là, vous pouvez entendre. J'ai même découvert que certains poissons faisaient des sons. Voilà, qui ne sont pas juste tapés avec leurs nageoires, ils émettent vraiment des sons avec. Voilà, donc vous avez de la silure, je crois, c'est ça, hein, le son de la silure. Alors on voulait un son de crevette, mais en fait il n'y a pas de crevette dans le Rhin, donc ça on était très déçus. Je voulais dire quelque chose, je sais plus ce que c'est. Excusez-moi, ben voilà, ça m'a échappé. Excusez-moi. Merci pour vos retours, en tout cas. Ouais, merci pour vos retours. Oui, Ah, bonjour. une question là-bas. Bonjour, j'ai juste une question par rapport aux travaux de conservation. Et je savais que pour les interventions archéologiques, par exemple, il faut que l'intervention soit réversible. Donc, je me demandais si pour les collections zoologiques, ça c'est pareil et comment vous avez réussi à cela. Tout à fait. Il y a une charte de déontologie, évidemment. Vous savez qu'on a, comme ça a été évoqué, c'est des collections musées de France. Donc les collections musées de France, on les restaure pas comme on veut et on peut pas faire ça par n'importe qui. Donc on passe en commission en fait. Et les commissions valident ou valident pas notre processus de restauration et le nom des intervenantes. Et les intervenantes, je dis
intervenantes, parce qu'on n'a eu que des restauratrices, on sont tous formés dans 4 écoles. Il n'y a que 4 écoles qui sont habilitées, que les musées de France reconnaissent. C'est dans le Code du patrimoine, article 4. Et évidemment, dans cette déontologie des restauratrices, ce sont que des restaurations qui sont réversibles, oui, tout à fait. Oui. Pareil pour l'architecture du bâtiment. Oui. Au niveau de, il y a des faux plafonds qui sont mis, mais tout a été protégé au niveau des encorbellements, toutes les pilastres, des décorations architecturales à l'intérieur du bâtiment. Les barrières métalliques qui vous permettent de monter, vous avez vu, c'est des colliers qui sont autour des poteaux en pierre. On peut tout enlever en fait, oui. Tout est réversible. Alors une question, est-ce qu'on sait où, dans quelle partie du monde et quand est apparue cette idée de taxidermie, cette idée d'empailler des animaux? Est-ce qu'au départ c'était sociologique, religieux, culturel? Alors, j'ai pas Dans 15 jours, là, la prochaine conférence. Vous pourrez poser à Manon. En tout cas, moi, des connaissances que j'ai aujourd'hui, j'avoue que c'est quelque chose qui me passionne aussi. C'est plutôt arrivé au 18e, peut-être un peu 17e, mais 18e siècle notamment, quand on a été capable de stabiliser. Avant, on faisait aussi des herbiers avec les animaux. Enfin, c'était pas des herbiers, c'était, je sais pas comment on appelait ça, des livres avec des animaux dedans. Ça se conservait très très mal. Et donc l'objectif, ça a été comment en fait développer une technique qui permet de naturaliser, donc de taxidermer. Donc c'est la taxidermie ensuite qui va apparaître. C'est passionnant en fait la taxidermie. Et merci pour votre question parce que ça montre aussi que toutes ces connaissances naturalistes se sont développées avec plein d'autres types de savoir-faire, de métiers. Pour celles et ceux qui étaient à la conférence de Déborah Dubald, elle montrait bien comment en fait ces connaissances scientifiques, elles s'appuient aussi sur d'autres formes de savoir et de savoir-faire. Et la taxidermie fait vraiment partie d'une des techniques et de savoir-faire et de connaissances qui a permis d'accompagner le développement des savoirs naturalistes. C'est pas que les savants, c'est aussi tous ces taxidermistes associés aussi aux dessinateurs naturalistes. Vous verrez dans le musée, il y a quelques planches de dessins naturalistes et le cyclorama, c'est pas pour rien si on a choisi de faire appel plutôt à une dessinatrice naturaliste que de mettre une vidéo d'écosystème en fait. C'est aussi pour évoquer cette connexion très forte entre les développements des savoirs naturalistes et la capacité à représenter par le dessin le vivant et idem pour la taxidermie. Donc en fait, au 19e, ça s'est un peu stabilisé. Je dirais qu'il y a eu plein d'essais-erreurs. Et pas des erreurs, mais c'est pour ça qu'on a mis aussi le loup d'Hermann, le loup qui a été naturalisé par Hermann. Visiblement, soit il n'avait jamais vu de loup de sa vie, soit ça montre bien que la technique de représenter tel qu'on considère qu'il est dans la nature est compliquée, une technique très compliquée. Les Blaschka aussi sont, je suis un peu long dans ma réponse, mais les Blaschka aussi sont une belle démonstration de ce besoin de faire appel à des techniques particulières pour pouvoir donner à voir ces éléments de la nature. Les Blaschka, en fait, ils ont représenté en verre des animaux plutôt marins, justement parce que c'était des animaux qu'on ne pouvait pas voir, ils étaient très petits, ou alors qui, une fois qu'on les extrayait de leur environnement, perdaient leur forme et perdaient leur couleur très vite. Et donc, ça permettait en fait de fixer cette image et de donner à voir. Les scientifiques aimaient appeler ça la science, la vérité scientifique, mais en tout cas, ça donnait à voir une représentation à un moment donné. Vous verrez à la prochaine conférence, Manon Legris pourra vous apporter beaucoup de précisions sur les techniques de naturalisation. Les deux choses, c'est arriver à empêcher de la matière organique de se décomposer. Donc on peut sécher, mais on ne peut pas sécher des spécimens trop gros ou des poissons. On naturalise très mal les poissons. Et la deuxième chose, c'est d'arriver à restituer une posture du vivant, quoi. Voilà, donc c'est un peu les deux choses, donc les deux opposés vers lesquels doivent trouver un compromis les taxidermistes. Et aujourd'hui, travailler avec des taxidermies anciennes, le gros problème, c'est que pour empêcher la matière organique de se dégrader, on utilise les pires polluants, comme l'arsenic. On a vraiment utilisé ce qu'il y avait de pire. Et intervenir, comme restaurer, là, comme ils l'ont fait sur les spécimens, ça nécessite des conditions de sécurité avec des hautes aspirantes qui sont quand même assez pointues. Donc, heureusement, comme disait Sébastien, les techniques aujourd'hui sont un peu plus stabilisées et nous permettent que le taxidermiste prenne moins de risques en réalisant
sa naturalisation. Alors moi, je n'ai pas encore visité le musée, mais je vais m'y hâter, bien entendu. Moi, j'avais une question, ça m'a peut-être échappé, mais je n'ai pas entendu d'intervention concernant une programmation culturelle hors exposition, en propre. Est-ce que c'est quelque chose qui va exister en coopération avec d'autres musées, donc sur d'autres lieux culturels, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues vraiment sur le lieu, que ce soit en termes de conférences, mais aussi de spectacles, même si je vois bien que c'est déjà un spectacle en soi. Voilà, merci. Alors, vous avez raison. Il y a une programmation culturelle associée au programme des musées de la ville. Déjà, il y a aussi des collaborations avec les autres musées, des expositions. Elle est publiée, hein. Elle est publiée. Et là, ces conférences-là, l'idée, c'est de voir comment on peut à la fois nous, au niveau de la programmation Jardin des Sciences et la programmation des musées, d'offrir une programmation culturelle au niveau du musée zoologique, qui sera probablement enrichie ou alors peut-être plus évidente à voir à partir de l'année prochaine, puisque là, on a passé beaucoup de temps à préparer l'ouverture, et donc on s'est beaucoup concentré là-dessus, et on pense que voilà, on va bénéficier de cette année d'ouverture où ce qui est important, c'est de se familiariser avec les lieux, et ensuite, évidemment, cette programmation culturelle permettra de dynamiser, de faire une autre expérience de visite au-delà de la simple déambulation dans les espaces d'exposition. On a déjà quelques interventions qui sont programmées. Il y a les lieux aussi d'oralité qui ont été présentés. Le 15 novembre, vous avez Guillaume Lecointre qui fait une visite dans le musée, par exemple. Bonsoir, j'ai eu l'occasion de voir les animaux en stockage et de discuter avec les restaurateurs, restauratrices. Il avait été beaucoup question d'infestation. Et donc ma première curiosité, c'est comment est-ce qu'on gère les infestations au quotidien. Et puis la deuxième curiosité, c'est j'avais également eu l'occasion, au moment d'une journée du patrimoine il y a quelques années, de voir les combles de l'ancien musée zoologique et de voir des taxidermies ratées, des momies, des choses comme ça. Est-ce que tout ça retrouve sa place dans les combles ou qu'est-ce que ça devient ? Alors, sur la première partie, sur les infestations, on a parlé donc des contraintes climatiques. On a des contraintes climatiques très fortes en termes de taux d'humidité. On a parlé de lumière aussi et de température qui nous permettent de ne pas avoir d'infestation. Tout ça, on le surveille avec des pièges qui sont chimiques ou des pièges physiques. Ce sont des pièges à insectes, en fait, tout simplement, ou des pièges lumineux également. Puis on fait de l'observation aussi, on fait des relevés. Vous avez peut-être vu que le musée zoologique, c'est un des 2 premiers musées de la ville à avoir un système aussi de balises. C'est comme des petits talkie-walkie qui sont cachés, mais enfin on peut les voir quand même, il y en a 26, qui nous permettent d'avoir un contrôle du climat très régulier. Et à la moindre suspicion d'infestation, on a un système de quarantaine. Donc en bas maintenant, on a 2 grands congélateurs, 2 grands frigos verticaux qui nous permettent de faire des mises au froid pendant 15 jours. Ensuite, on remet le spécimen dehors pour que les œufs puissent éclore s'ils doivent éclore. Et ensuite, on les remet au congélateur. Donc comme ça, au bout d'1 mois et demi, on est certain qu'il n'y a plus d'infestation possible par un spécimen qui va rentrer dans le musée, qu'on aura prêté ou qui vient d'un autre bâtiment. Voilà le contrôle, comment il est fait par rapport aux infestations. Et vous observerez dans certaines vitrines, comme dans celle du Castor, par exemple, à la sortie du Rhin, un petit piège en papier comme ça. Les tout derniers spécimens qui sont rentrés. On n'a fait que 3 semaines de mise en quarantaine, mais comme on rouvrait, il fallait que de toute façon ils soient présentés. On a mis les pièges à l'intérieur des vitrines. On n'observe pas actuellement d'infestation. Et la deuxième partie de votre question, c'était sur les réserves. On est en train de travailler sur l'aménagement des réserves au 3e. Donc, il y a une partie qui va rester au port du Rhin, une partie qui va revenir. Si vous avez des spécimens plus particuliers, en tout cas, si vous parlez de la momie, elle va rester au port du Rhin. Voilà, ça, c'est ce que je peux vous dire. Mais s'il y a d'autres spécimens plus particuliers auxquels vous pensez, je peux vous dire ce qui est prévu pour l'instant. Il est prévu de ramener les insectes et les oiseaux, et puis d'autres lots plus spécifiques. On fait des grands ensembles, des grands lots, et on les ramène. Après les combles dont vous parlez, on peut plus vraiment y aller parce que tout le tour du bâtiment, sous les toits,
c'est un lieu de circulation pour les pompiers. Nous, on n'a même pas la clé. Si vous voulez, il faut qu'un pompier avec tout son barda dans le dos puisse passer. Donc c'est assez large. Donc on a perdu cet espace et en plus on a toutes les cloisons de portes anti-incendie. Donc on travaille plus du tout pareil au troisième. On doit tout repenser l'aménagement, plus la protection des piliers réversibles, puisqu'on a tout gardé les piliers anciens. Et ça aussi, on peut pas réutiliser tous les compactus qu'on avait avant, pour vous dire en résumé. Voilà. Bon, il va être l'heure de finir pour aujourd'hui. Je vous remercie. Juste peut-être, je me permets un peu. Oula, pardon. Puisque j'aperçois Camille Duré qui nous a accompagnés pendant cette aventure et c'était l'occasion aussi de la remercier de son accompagnement. Voilà, lève la main Camille. Qui est là-bas au fond. Merci. Voilà, donc la semaine prochaine, c'est les vacances. Donc, il n'y a pas de conférence du lundi. Mais vous allez pouvoir vous reposer. Et ensuite, le 3 novembre, on aura une conférence juste après Halloween sur le cinéma d'horreur. Alors, j'espère vous y retrouver. Merci beaucoup. Ça peut être un peu dangereux. Bon, mais merci. Merci. Désolé pour ce...